peut utiliser la technologie. On peut faire tout de suite la géophysique et chercher des endroits qui sont plus susceptibles à donner des résultats. Mais qui va nous croire devant ça? Quel sponsor, quel directeur d'institut va me dire ici tu vas trouver quelque chose, et en plus fait venir de France à coût de milliers et des milliers d'euros, de la technologie, 300 kg de matériel, des radars, etc. Personne ne va me donner ce matériel à ce moment-là de la recherche. Donc c'est pour ça qu'au début on commence, et comme on dit, si on est archéologue, si on n'a pas de chance, on change de métier. Et donc là, voilà comment ça commence. On avait 5 ouvriers, 10 ouvriers plutôt, 5 jours, 500 €. Voilà le budget de la découverte. Et au début, tout de suite, au bout d'1 heure, au bout de 2 heures, on a commencé à trouver des choses comme cette petite structure en brique en surface. Vous voyez, on marchait dessus pratiquement, mais c'était pas visible. Et donc, tout de suite, on a trouvé donc des sarcophages en place, intacts, qui datent d'il y a à peu près 2500-2600 ans. Donc on a notre époque pharaonique. On peut parfaitement s'arrêter à ce moment-là et mettre sur la carte, voilà, on n'a pas que des militaires qui sont installés dans les années 70, on a une nécropole, là c'est un bout de nécropole, parce que ce sont des petites structures en briques crues intactes, d'il y a 2500 ans. Sauf que, quand on fouille ça, on trouve de la céramique. Et ça c'est la base de l'archéologie. Et dans cette céramique, bien sûr, il y avait des tessons de l'époque, mais la moitié était d'une époque bien antérieure, à peu près 2 millénaires avant. Et là, ça m'a donné l'idée de continuer un peu plus loin. Bien sûr, une fois, regardez comment ça se passe, quand on trouve ça, en Égypte, on n'a pas le luxe de le fouiller pendant des semaines et des semaines, il faut l'enlever dans la journée. Alors, on fait attention. Donc c'est pour ça que la nouvelle technologie qui maintenant on peut appliquer, à l'époque, je n'avais pas eu tout ça, on peut photographier, on peut, avec un petit scanner qu'on n'a pas encore, on peut enregistrer ces cercueils avec mon mis dedans, parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas tellement de photos, je ne suis pas tellement content. À l'époque, je n'avais ni l'appareil photo nécessaire, comme il faut, pour photographier bien ces objets. Donc maintenant, on peut faire des choses, je peux le tourner. Ces cercueils, on pouvait les tourner à l'époque, mais bon, maintenant, c'est trop tard, c'est fini, c'est fini. On a quelques images pour la ligne. Donc, même pour vous dire, aujourd'hui, on peut faire bien mieux. Donc, la technologie nous aide énormément pour enregistrer, parce qu'on doit faire une fouille très rapide, finalement. Malheureusement, les règles de la fouille, quelque part là, on ne peut pas les suivre, mais n'oublions pas que la fouille est une action destructrice. Donc, nous, on enlève la couche, et puis après, ça continue. Et on a des sécurités, on a la police, et si nous, on ne l'enlève pas, c'est eux qui vont le faire. Donc, et il y a des voleurs, hein, n'oublions pas. Donc voilà, on a tout de suite très rapidement trouvé une nécropole en surface, et un peu plus bas, à 3-4 mètres, une autre nécropole qui était bien plus ancienne, d'autres structures qui sont déjà sur la montagne directement. On a des jolis objets, hein, c'est du point de vue pharaonique, du point de vue graphique, là on peut en parler pendant des heures avec mes collègues, et pour vous montrer que le site est très riche. On a 2% de ce site-là, on a ici 70 tombes pratiquement intactes, imaginez sur 15 hectares, combien il peut y en avoir, des milliers. Donc il y en a pour des fouilles sur 500 ans, si vous voulez. Mais ce qui nous intéresse maintenant, ce qui se passe plutôt vers 4000 avant Jésus-Christ, et là, comme d'habitude, tout est couvert avec des galets et du sable, et on a eu la chance, très rapidement, dès la première vraiment saison de fouilles, parce qu'au début c'était le sondage seulement, on a trouvé des structures en briques, et un puits dans la montagne, et en bas, quelque chose qui est découvert, qui maintenant a cette allure. Voilà, tout de suite, on a une tombe intacte, d'une époque, on est il y a, au 23e siècle, à l'époque du roi Pépé Ier, mais n'importe le nom du pharaon. Nous sommes il y a 43 siècles, et nous avons des tombes des prêtres intactes, donc peut-être des enterrements intacts, pourquoi pas. Malheureusement, ça a été déjà violé à l'époque. Mais quand on trouve une tombe comme ça, il n'y en a pas une. On a déjà 8 façades de ce genre-là. Pour étudier cette tombe, bien sûr, on nous donne les photos classiques, d'un côté et de l'autre côté. En plus, je ne suis pas tellement en distance. Mais maintenant, on peut faire ça. Modèle en 3D, et ça se fait uniquement avec une photo, ou avec un scanner, mais c'est beaucoup plus cher. Avec des photographies, ça prend des jours et des jours pour faire ça. Avec des logiciels qui comme ça, et là-dedans, je peux marcher. Donc un jour, pour des éventuels touristes qui ne peuvent pas visiter le site parce qu'il est fermé au public, quand ils viennent à Saqqara, ils peuvent voir cette tombe, toutes les tombes, ce
qu'on a fouillées, qu'on a restaurées aussi. Donc elles sont déjà prêtes à être montrées. Et donc ça nous aide énormément. Et moi, ça m'aide aussi parce que dans cette tombe, moi j'ai 33 puits. Je ne peux pas les visualiser. Parce qu'on descend puits par puits, on fouille un puits, on comble un autre. Donc, alors qu'avec là, c'est comme si je commence une fouille, je descends et je peux comprendre des époques, des utilisations, réutilisations, une chronologie qui est très compliquée à comprendre. Parce que si vous imaginez qu'à l'époque, les gens respectaient les prêtres, ils utilisaient, réutilisaient, volaient, c'était classique. Donc, voilà, les sites aussi, pareil, aujourd'hui quand on fait les plans, on peut les faire classiquement avec quelques traits, mais maintenant avec des logiciels comme AutoCAD, d'autres logiciels que moi je ne suis pas du tout au courant, enfin c'est pas moi qui fais ça, j'ai un topographe, donc il y a tout un personnel, c'est un travail d'équipe, hein. Il y a plusieurs personnes qui participent, qui peuvent même montrer l'ombre du soleil. Je peux voir la même image, ça c'est à peu près à 10 h du matin, je peux voir la même image à 4 h de l'après-midi, quand je ne suis jamais sur le site. Et ça nous aide énormément à comprendre l'économie du site. Ça c'est très intéressant, comment les différentes nécropoles viennent, s'installent. Voilà, l'époque la plus récente ici, vous l'êtes très massivement, l'époque du 23e siècle. Et là il nous manquait, on a trouvé, après le 23e siècle, le 21e siècle. Vous voyez ici des petites tombes. Entre ces structures-là et là, il y a un siècle et un siècle et demi de trous chronologiques. Dans mon interprétation, qu'est-ce que je vais dire? Il y a abandon, après il y a destruction, et là, on a trouvé une grosse structure, 12 sur 12 mètres, que j'espérais va combler le manque chronologique. Et voilà, la structure, vous voyez, comment ça se passe? Elle est en surface, regardez, on marche dessus, ça c'est la surface actuelle, ça c'est la surface actuelle. Mais on ne voit absolument pas la structure. Et même quand on a fait la géophysique, en 2003, on ne l'a pas vu. Donc je les ai grondés un peu, mes collègues de la géophysique de Périxis, c'est des copains, quand même, on peut se parler facilement. Comment est-ce que vous avez pas vu ça? Avec toutes vos méthodes les plus modernes du monde, eh bien ils l'ont pas vu. Voilà. Ils l'ont absolument pas vu. Et pourtant, c'est 12 sur 12 mètres, exactement 23 coudées égyptiennes, c'est très intéressant. Et pour voir ce qui se passe dans ces structures, là, on a fouillé un seul puits, parce que j'ai pas... ça se passe le 1er mars 2015. Donc le 1er mars 2015, on descend dans ce puits-là, le plus grand, parce que moi, je suis d'esprit simple, si je peux dire, c'est très simple. J'ai fouillé le puits le plus grand. Et on descend là-dedans, on descend sur 12 mètres, on tombe sur une pierre intacte, encore scellée, mais malheureusement l'autre pierre, comme une porte si vous voulez, était tombée. Et à l'intérieur, tout de suite, on a trouvé une tombe. Et là, ça c'est émotionnel, hein, vous voyez. Je n'ai pas mis la truelle pour faire plaisir, hein, c'était juste parce que j'avais cette photo-là. Sinon, je vais rien enlever. Mais on trouve une tombe intacte, complètement fermée. Et là, j'espère, là le cœur bat, parce qu'on se dit, ah, pour une fois, peut-être on trouve une tombe intacte, avec le matériel de l'époque. Pas de chance, ça a été visité. Et là, je vous montre une fois nettoyé. Bien sûr, là, j'anticipe un peu. On a dégagé une revanche pour nous, historiens, archéologues, égyptologues. C'est ça qui nous aide. C'est un énorme sarcophage, en fait, avec plein de renseignements. Et là, mes collègues égyptologues, doivent se régaler, hein, parce qu'on a des textes, des choses uniques. Par exemple, ici, ce prêtre s'appelle Pépi Ankh, n'importe le nom, ou Ankti, celui qui est vivant. Mais ici, pour la première fois, dans un type de sarcophage comme ça, il utilise le mot Perjet, la maison d'éternité. Et ce type de tombe est parfaitement datable de l'époque qui nous manquait. Et voilà, notre tour chronologique, c'est fini. C'est fini. On a des tombes, on a des prêtres, et là, mon interprétation est différente. Je peux dire que sur le site, il y a eu 3 siècles d'occupation permanente. Ça change tout. On peut, là, dans ce cas-là, les choses sont tout à fait différentes. Au lieu de dire abandon, récupération, réutilisation, etc. Là, on a, avec cette tombe, une utilisation de nécropole permanente. Bien sûr, on a trouvé des choses. Voilà, on a trouvé le corps du personnage, Pépian, c'était un homme. Mon anthropologue l'a bien déterminé. On a fouillé ça très rapidement aussi, parce qu'on a eu peur que des voleurs viennent. Nous sommes quand même après la révolution égyptienne, il se passe des choses, des voleurs travaillent à 200 mètres de la fouille. Donc, il fallait faire assez rapidement. Et là, si vous voulez, l'image classique, c'est ça. On ne peut pas faire mieux. Mais en revanche, avec toute une série de photographies très difficilement, parce que
ici nous sommes à 3 mètres, là nous sommes à 1,30 m, et là c'est 1,30 m aussi. On ne tient pas debout. Donc, en plus, je peux vous dire que cette découverte a été filmée. Donc, c'est grâce à ce film-là, M. Ségara m'a invité. Et donc, on avait l'anthropologue ici, qui faisait la fouille. Moi, j'étais là. L'inspecteur collègue égyptien était à côté. Et le caméraman aussi. Imaginez comment il était serré. Hein. Et donc, en revanche, quand il est venu mon topographe, il nous a tous virés. Et il nous a dit, écoutez, moi, j'ai fait des photos. Vous nous faire ça. Et ça, c'est une image en 3D qui me permet de voir à travers les murs. Parce que cette image-là, moi, je n'ai jamais pu la voir. Je peux la tourner, je peux voir le personnage depuis ce mur-là. Et ça nous aide énormément. Dans une publication, dans une présentation, dans une réflexion, parce qu'il y a des détails qu'on n'a pas forcément vus sur place. Et après, on peut le voir. Bien sûr, l'anthropologue a tout noté. Et donc, ce qui se passe, voilà, après ça, on peut faire des magnifiques dessins sur l'ordinateur, pas besoin sur place, et on a trouvé quand même quelques objets qui sont très très jolis et très importants, mais aussi quelques feuilles d'or. Et là, ça s'excite, parce que là, la police est venue tout de suite. Dès qu'il y a de l'or, oh là là, moi j'aime pas trouver de l'or. Enfin, on est amélioré depuis de l'or. Hein. Mais le plus important, c'était ça. Voilà, là, c'est pour mes collègues égyptiens, égyptologues, bien sûr. C'est le régal, qui sont spécialistes vraiment de ce rituel de l'ouverture de la bouche. Donc là, nous avons des complets entiers, intacts, du complet de l'ouverture de la bouche, plus la tablette qui est essentielle de ce rituel, d'onction, avec les petits pots. Et ça, c'est nouveau. Jusque-là, on n'a pas les petits pots. Là, je vous laisse un peu un challenge, un défi. J'ai 5 petits pots en plus. Il faut qu'on trouve à quoi ça sert. J'ai quelques idées, on en discutera. Donc voilà, ça vous montre qu'avec une fouille, même violée, même si la tombe a été violée à 4000 ans, peut-être violée plusieurs fois, on fait une espèce d'enquête policière aussi, et nous on doit trouver qui était le premier, qui était le second, quand est-ce que ça a été scellé. On trouve quand même pas mal de choses. J'ai toujours l'espoir de trouver une tombe intacte, hein, qui sait, un jour. Hein. Et là, pour vous dire, quand on revient sur le plan, pour vous dire que si on a toutes ces tombes des particuliers, des prêtres, donc, des différentes époques, mais pourquoi ces gens-là sont là? Ils sont là pour eux, pour satisfaire leur propre culte. Enfin, on n'a pas des prêtres si importants à ce point-là. On n'a même pas de vizir à ce niveau-là. Donc, l'interprétation est très simple. Ils sont là parce que, sur le site, il doit avoir une pyramide. Parce que nous sommes dans l'égorone des pyramides. Ce qui est le plus important, c'est la plus importante, la plus ancienne, Djoser. Là, on a une pyramide. On est en face de Memphis. C'est la nécropole des pyramides royales. Et autour des pyramides, on a les tombes des particuliers. Et dans notre cas, on a les tombes des particuliers. La question, est-ce qu'on a une pyramide? Et qu'est-ce qu'on trouve à cette époque-là? Qu'est-ce qu'on a dans les pyramides sous, dans les chambres funéraires? Eh bien, on a des choses comme ça. Les fameux textes des pyramides, les plus anciennes formules magiques qui vont permettre au pharaon de monter dans le ciel. C'est ça, la parole divine. Tout est là. Mais bien sûr, mes collègues vont en parler bien mieux, mais pour vous dire, c'est un dossier essentiel dans la tradition religieuse mondiale. Археологията като наука, въпреки се занимава от най-древните етапи на човешкото развитие до съвремието, може би, именно на базата на възприемането и използването, доколкото може, на всички съвременни средства, е съвременна наука, и то много съвременна. Всъщност, съвременният студент, който трябва да стане археолог, в общи линии и в аудиториите и на терена, научава, че това е една много сериозна, много модерна наука и много тежка. Не само в пясъците на Сахара, но и в България всички студенти, които имат сериозни намерения и остават с нас на терен, много бързо разбират, че това е много трудна наука, иска много търпение, включително има и други елементи, които заобикалят археологията, и тези, които няма достатъчно устойчивост от различна гледна точка или мотивация, си отиват. Някои от студентите са привлечени, това е поглед към това, за което говорим, визуализацията и пропагандата, са привлечени от романтиката на археологията, от откритията, от възможността да участваш в такива вълнуващи открития, но в момента, в който усетят незгодите на всекидневието, някои се тръгват. Тези, които остават, обикновено продължават и са сред нас вече в следващите поколения. Не знам
Как да отговоря? Аз мисля, че колегата Гергова ще вземе отношение. Наистина проблема с пропагандата, с визуализацията, с представянето на широката публика, с възможностите на съвременните медии, които използват всички тези възможности, е двояка. Поне по мое мнение е двояко, защото когато споделяме с колегите си в България, така както и за страни като Египет. И маниерите са около нас, маниерите са навсякъде. Във всяка една държава, общество се правят усилия, някъде по-успешни, другаде не. Може би в страните, които са изключително богати на културно наследство, това е много тежка борба, особено ако държавата и обществата, как да кажа, нямат тази сила, достатъчна сила, въпреки че това иска и подкрепата на обществото. Така или иначе, тук трябва веднага да бъде документирано и изнесено в залите на базата или на музея. В общи линии в България борбата е същата, особено некрополите. И действително в епохата, с която ние с колегата Гергова се занимаваме, тракийската, особено късно желязната епоха на богатите тракийски погребения, които макар и рядко са не покътнати и не по-малко блестящи от богатите погребения, примерно в Египет, те са изключително притегателна сила за иманярите и нищо не може да ги спре. Те използват дори по-модерна техника от нас, по-нови модификации на георадари, на геотехника и така нататък, и всички останали елементи, които може да се представим или не знаем. И от тази гледна точка борбата или дебненето, или това съперничество е по същия начин. И ако вмъкнем какво прави българската археология, геодезическите способи на разузнаване на могилни некрополи, на плоски некрополи, на селища, на всички възможни обекти, които могат да бъдат разузнати, т.е. да се получи една първична информация, после тя да се допълни и евентуално да се пристъпи към разкопки, това е на лице. Българската археология в това отношение от десетилетия вече използва тези технологии, особено в проучването, спасителните проучвания по инфраструктурните обекти, при всичко магистралите. Всички в България знаят за това, тъй като сроковете са изключително кратки, договорите са изключително тежки. Ние, ако не направим предварително максимално разузнаване, да разчетем къде да направим сондажите, след това да продължим, което спестява и средства, това е икономически. Отначало ни искаха инвеститорите да чуят и за включването в план сметките на такива неща, после се убедиха, че това е така. Така че се работи в тази посока. Доколкото може, съответно, екипите са максимално пълни от специалисти, от геофизици, от архитекти, реставратори и така нататък, въпреки че в България няма какво да се лъжим, обема на финансирането, възможностите на нашите разкопки, дори и тези, които се финансират спасителните с много повече средства, са далече от желаното. Въпреки че в някакво отношение, поне в тези разкопки, има повече средства. Лошото е, че в те наречените редовни археологически проучвания, в които се проучват сериозни обекти, селища, некрополи и така нататък, точно там финансирането е не само недостатъчно, би казал, нищожно. От тази гледна точка, положението на френската археология, на археологията на някои наши колеги на Запад е в далеч по-благоприятно отношение, защото те са в рамките на финансирането на едно мощно министерство, външното министерство. Докато тук, всъщност, ако попитате и отговарящите за това, каква е стратегията за опазването на културното наследство, как точно се финансират редовните, най-важните археологически проучвания на сериозни обекти от праисторията до средновековието, може да получите някакъв най-общ отговор, но всъщност той не е задоволителен дори за широката публика, камо ли за нас. От тази гледна точка там нещата са по-трудно сравними. Иначе ние правим чудеса, с по-малко средства, с лишения от всякакъв характер, да осигурим максимум техническа осигуреност, да бъдем максимално на, как да кажа, на пулса на времето по отношение на модерното проучване, документиране и след това интерпретация. От тази гледна точка не само геофизичните, а дистанционните методи, те наречените лидар, които навлязаха, различните ГИС методи за документиране и разузнаване на терена и така нататък, макар и трудничко и макар и нелесно навлязаха и у нас. Имаме и
такива моделни проекти и проекти вече с по-добро финансиране, където го има, конкретно за комплекси или обекти, в които могат да се приложат тези методи, те дават своите чудесни резултати. 3D моделирането също отдавна е, как да кажем, повече наша мечта, отколкото възможност, но това и у нас ни привлече и ни привлича, особено за обекти и структури, архитектурни обекти, които си заслужават тези усилия и такива, как да кажа, проекти и достижения, макар и в една, бих казал, начална фаза също са на лице. Така че бих казал, че за това няма как да бъдем различни с колегите от Франция и от други страни. По-скоро е въпрос на конкретна среда, на конкретни възможности на финансиране, на развитие и особено на модерните методи, ако отидем към тези, които осигуряват навлизане в дълбочина на изследване на това, което откриваме, защото археологията не е да открием грънците или каквото е да било, а от нея да извлечем историята в определения период, за това място, за Египет, за Тракия и така нататък. И специално, ако сравним в това отношение периода, с който ние се занимаваме, историята на Тракия от ранно и от късно желязната епоха, която въпреки, че разполага с известна информация, тя е повече от сведенията на античните автори. Собствените извори, собствените надписи, информация е минимална и основната информация в последните десетилетия е археологията. Без да преувеличавам, надявам се, че други ще се съгласят, археологията, тракийската археология пише историята в последните десетилетия. Беше открита столицата на Тракия от елинистическата епоха Севтополис, без да знаем, че той съществува. Знаехме, че има Севт, но не знаехме, че той имал столица и къде се намира. Има и друга столица, предполагаема в Североизточна Тракия, чието име не сме установили в надпис. Но археологията ни подсказва, че вероятно този град и неговия царски некропол ни дават вероятността, че това е столицата и некропола на Гетското царство. И много други примери може да дадем. Тоест, в това отношение много е важно, освен това, което чрез класическите методи откриваме и интерпретираме, да бъдем подкрепени с аналитичните методи на археометрията, както наричаме напоследък всички методи, възможности изследователски на природните науки. Така че в това отношение бих казал, че въпреки недостатъчните условия, ако мога така да кажа, има едно забележително желание и предложение на всичките тези методи в България, така че е въпрос на, как бих казал, една бъдеща стратегия, която ни липсва към момента много сериозно, като намерения, като разполагане на целите в бъдеще за изследване на обекти от най-различен характер. Ако се върна на популярността и на тези неща, сред колегите ние дискутираме доколко е полезно, когато има едно интересно откритие, богат гроб, некропол, цялата публика да научи веднага и особено колко е ценно, намират се и хора, които изчисляват и стойностите, или това да бъде научено не веднага, в момента в който е проучено, завършено, осигурено е да речем консервацията, реставрацията, охраната и всичко останало, или нещата могат да бъдат видани в музей, чак тогава да бъде научено. Лично аз гравитирам към втората група. Има колеги, които са изкушени от рекламата, от прожекторите, от правенето на филми. Но въпросът е кога и как.